Bonjour, je suis Jay Richez, bienvenue sur mon podcast. Ici, je parlerai sans détour de sujets qui m'animent et me motivent pour nous inviter à réfléchir et évoluer vers une vie plus libre et plus saine. À travers mon regard de coach holistique, mentor, femme inspirée, femme de caractère, on va bousculer les codes et on va s'éveiller avec courage et sincérité. Ces deux vertus seront le leitmotiv de ce podcast pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler introspection et on va tenter de répondre à la question « Qui sommes-nous vraiment ?» Parce que je me suis rendu compte qu'on se présentait de façon quasi automatique par notre métier, par une étiquette que l'on a envie de se coller. Comme si ce que l'on faisait d'un point de vue professionnel nous définissait dans notre entièreté. Alors vous allez me dire que c'est impossible de se présenter sous toute notre palette de couleurs. Oui, c'est vrai. Et en même temps, je pense que c'est hyper réducteur que d'annoncer le métier que l'on fait lorsque l'on nous demande de nous présenter, lors d'une première rencontre ou d'une présentation, ou peu importe finalement le cadre dans lequel on a à faire une présentation de soi. Je pense que l'on peut se présenter avec de nouveaux axes, déjà parce qu'on a appris à se connaître, mais aussi parce que ça rend la conversation beaucoup plus riche et beaucoup plus profonde. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant d'aller directement dans la profondeur lors des présentations. Ça pose un cadre quand même beaucoup plus agréable. Alors la première chose que j'avais envie d'évoquer avec vous concernant cette notion d'introspection, c'est que déjà pour pouvoir répondre à cette question, je pense qu'il faut toute une vie. Donc ce n'est pas en un épisode que je vais pouvoir répondre pour vous à cette question « Qui sommes-nous ?» Mais par contre, je vais vous donner différentes clés et différents points de vue pour vous permettre d'être acteur de cette conscientisation de qui vous êtes. Vraiment, fondamentalement. Parce que on pense à tort qu'on ne peut pas être acteur de ça et que les seules informations nous concernant doivent nous venir de l'extérieur ou bien nous viennent de notre enfance. Comme si on avait stagné d'un point de vue croissance, connaissance de nous-mêmes à un moment donné. Et comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents, je vous explique que tout est question d'évolution, que nous le voulions ou non, et que ça se fasse de façon consciente ou inconsciente. L'idée, à travers mes mots, c'est aussi de vous permettre de comprendre que l'on peut tous et toutes se prendre par la main et faire en sorte d'aller à la rencontre de soi. Et aller à la rencontre de soi ne veut pas dire être dans l'inaction. Ce sont des informations que l'on peut aller chercher, des sujets sur lesquels on peut aller creuser pour pouvoir s'observer sous un angle nouveau. Comme si on se regardait à travers un miroir. Si vous mettez le miroir à gauche ou à droite, vous n'allez pas voir la même chose de vous. C'est un peu le même principe avec nos mécanismes et nos fonctionnements internes et parfois inconscients pour finalement être acteur, leader de sa vie et ne plus juste subir ce que l'on voit de nous d'un point de vue extérieur. Et l'enjeu, il est vraiment là. Il est de comprendre que quoi qu'il arrive, nous sommes en perpétuelle évolution et que l'image que nous avons de nous, elle évolue au gré des rencontres, au gré des obstacles, des succès que l'on a dans la vie. Et ça, c'est ce qui nous permet d'actualiser, de faire une mise à jour nous concernant. On pourrait imaginer que notre cerveau, c'est comme un téléphone portable et qu'il y a besoin de réajustement en permanence. Parfois, il y a des grosses mises à jour et parfois, c'est des toutes petites. Si on devient acteur de sa propre introspection, de sa propre compréhension de qui l'on est, on va pouvoir mettre en avant ses forces et aussi travailler sur ses axes d'amélioration pour que ça devienne des forces. Le premier point qui est vraiment significatif dans cette démarche de connaissance de soi, c'est de se détacher de suite du monde binaire dans lequel on a grandi. C'est-à-dire un camp gentil et méchant.
le camp des bons et des mauvais. Parce que si on continue à voir le monde avec ce prisme-là, on va continuer à entretenir à l'intérieur de nous cette image de bon ou mauvais, gentil ou méchant. Et on va refuser de voir une part de nous-mêmes. On va refuser de se voir imparfait, mauvais, méchant et pas bon. En fait, on va refuser d'écorcher cette image lisse et parfaite que l'on a construite autour de nous, où on se fait croire mentalement que nous ne pouvons pas être dans un autre camp que celui de la bonne personne. Arrêtons-nous un instant sur la notion de bonne personne. C'est un concept de notre ego qui nous permet de considérer que quoi que nous fassions, nous sommes toujours dans le vrai, dans la justesse. Alors que si on sort de cet état d'esprit linéaire, bon ou mauvais, méchant ou gentil, on remet en perspective cette notion d'évolution et de mouvement, et aussi on remet au centre notre humanité qui, elle, est basée sur la dualité. Nous sommes bons et mauvais. Nous sommes gentils et méchants. On rejette le ou et on embrasse le et. Parce que si on continue à entretenir cette non-dualité, on continue à se voiler la face sur une part de nous. On continue à croire qu'on doit être parfait et que tout ce que l'on fait doit être parfait. Alors que si on accepte de base les règles du jeu qui sont très simples et qui sont posées dès le départ, qui sont chaque personne a en elle une part de lumière et une part d'ombre, qui découlent soit de notre ego pour la part d'ombre, soit de notre capacité à nous détacher et à évoluer pour la part de lumière, on remet au centre le pouvoir que chacun a d'évoluer. Ça veut dire que l'on arrête de critiquer l'autre parce que l'autre n'est qu'un miroir d'une facette de moi. Et lorsque l'on a compris ça, on a aussi compris que finalement, ce que je vois en l'autre, c'est quelque chose que je refuse d'accepter en moi. Et c'est pour ça que la vie me la présente de cette façon. Et si je continue en permanence à entretenir un jugement, une critique envers quelqu'un qui finalement me renvoie juste un miroir pour que je m'en rende compte, c'est que je n'ai pas saisi la subtilité des lois universelles, des lois divines, appelez-les comme vous voulez, qui est ce que je perçois en l'autre, je l'ai aussi en moi. Que ce soit considéré dans ma réalité comme bon ou mauvais. Maintenant que j'ai posé ce cadre qui était essentiel pour moi pour la suite, j'aimerais vous rappeler que ce que l'on voit de gratifiant en l'autre, ça veut dire que ça existe aussi en nous. Donc tout ce qui vous inspire chez ceux que vous rencontrez ou que vous écoutez ou lisez, c'est quelque chose que vous avez en vous et qui ne demande qu'à être développé, qu'à être nourri. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier parce qu'on se met très souvent dans une posture soit d'infériorité, soit de supériorité. Et je pense vraiment que pour pouvoir répondre à la question qui je suis, il faut aussi revenir à un autre essentiel qui est de la neutralité. Nous sommes tous et toutes des êtres humains faits de dualité et qui avancent sur un chemin qui est propre à chacun. Et dans ce chemin, on peut décider d'aller à la rencontre de différentes pratiques, de se faire vivre différentes expériences pour embrasser toutes les parts de nous. Et c'est vraiment le fait d'embrasser ces parts qui nous permet de reprendre confiance en nous et de retrouver une certaine sérénité. Parce qu'une fois qu'on a intégré certains codes, l'effet miroir, ce que j'ai en moi, je le projette aussi sur l'extérieur, on apprend à remettre beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de prendre soin
envers soi pour pouvoir voir une réalité qui nous convient davantage. J'évoquais au début le fait d'être acteur de sa propre introspection. Et je voudrais vous parler des différentes pratiques que j'ai pu tester pour pouvoir mettre en lumière ce qui me semble intéressant à explorer. Pour moi, il y a 2 types d'exploration possibles et je les ai volontairement catégorisés, non pas pour les mettre dans des cases, mais pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Il y a d'abord les pratiques qui viennent de l'extérieur. Je les appellerai les pratiques externes. Elles sont là pour nous donner des informations nous concernant et c'est grâce à ces informations que l'on va pouvoir avoir des déclics, des transformations de croyances et une mise en action différente. On va retrouver dans ces pratiques externes tout ce qui touche aux tests de personnalité, aux tests psychologiques, aux constitutions à travers la médecine ayurvédique, au tempérament à travers la naturopathie. Finalement, tous ces espaces où, via un diagnostic, une anamnèse, on va pouvoir nous dire « toi, tu fonctionnes comme ça, tu es dans telle catégorie, donc ça, c'est à privilégier, ça, c'est à éviter ». C'est vraiment des approches qui sont très intéressantes parce qu'elles vont nous permettre de nous apporter des informations nous concernant que l'on n'a peut-être pas voulu voir ou que l'on n'a pas voulu assumer. Et le fait de les mettre en avant, ça nous permet tout simplement de nous décomplexer et de nous rendre compte qu'on a un fonctionnement qui est bien propre à nous. Le danger, entre guillemets, de ces pratiques externes, c'est de croire que ce sont des baguettes magiques et que grâce à elles, on va résoudre tous nos problèmes. Je pense que ce sont des grilles de lecture qui nous permettent, au cours de notre cheminement personnel, de nous assumer davantage. Et c'est là où ça devient intéressant. Je vais revenir sur certaines pratiques que j'ai faites d'un point de vue externe et qui me semblent hyper intéressantes à explorer. La seconde catégorie que je peux évoquer, c'est les pratiques internes. Toutes celles qui vont nous permettre de faire émerger nos propres ressources à travers un questionnement ou un processus, un protocole, qui finalement nous fait remonter à la surface un événement, une prise de conscience, une émotion pour nous permettre de comprendre et de passer à l'action de façon différente. Ce n'est plus l'information qui vient à nous, c'est l'information qui surgit de nous. Et dans cette catégorie-là, on va retrouver tout ce qui touche au coaching, tout ce qui touche à la thérapie, tout ce qui va toucher au mentorat, au psychocorporel, à la méditation, tout ce qui va toucher au corps aussi à travers la danse, la kinésiologie, le yoga, etc. Où finalement on va aller puiser à l'intérieur de soi pour faire ressortir toutes nos capacités. C'est pour moi la catégorie la plus intéressante parce qu'elle redonne le pouvoir à la personne et on ne lui sert plus sur un plateau d'argent des informations qu'elle ne sait pas s'approprier. Parce que pour moi, c'est la combinaison des deux qui fait la force de l'introspection. Je m'explique. On commence tous et toutes, je pense dans notre vie, par cette pratique externe. Ça peut être sur des magazines où on commence à faire des tests pour savoir dans quelle catégorie on se trouve, pour le type de couple, pour l'homme idéal ou la femme idéale, ou encore quel travail on a envie de faire. On commence tous par faire ces tests pour qu'on puisse définir dans quelle catégorie on va aller. Parce qu'on a envie de rentrer dans une case. Et vraiment, ces pratiques externes, elles pourraient se contenter de nous mettre dans une case et qu'on n'incarne pas du tout la description qu'on nous donne. Parce que, encore une fois, ça reste une source de connaissance, de savoir. Donc on reste au premier stade de croissance personnelle, à savoir la connaissance, le « je sais ». Mais à quel moment on l'incarne ? Là, c'est autre chose. Là, on parle d'un passage à l'action. Donc, de savoir que vous êtes lion ascendant bélier ou cancer ascendant poisson, ça ne vous apporte rien. C'est une information. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comment je l'incarne dans la vie.
dans mes relations, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Comment je peux me servir de ça? En quoi c'est utile? Les différentes approches que j'ai explorées au cours de mon cheminement à moi, ça a commencé d'abord d'un point de vue hygiène de vie, où j'ai exploré tout ce qui touche à l'Ayurveda, c'est-à-dire cette médecine indienne qui m'a permis de comprendre que j'avais un fonctionnement propre à moi en termes de santé. Donc à la fois en termes d'activité physique, de digestion, de nourriture, de tempérament d'un point de vue énergétique. Et ça m'a permis de comprendre que j'avais des facilités sur certains points et j'avais des difficultés sur d'autres. En Ayurveda, on appelle ça des doshas. Ce sont des constitutions, donc ces 3 catégories qui nous permettent de savoir ce qui est bon en termes d'hygiène de vie par rapport à notre tempérament, par rapport à notre fonctionnement corps et esprit. On va retrouver le dosha Pitta, Kapha et Vata. Et en fonction de ça, vous allez avoir une sorte de ligne directrice pour votre alimentation, pour votre activité physique et pour vos pratiques personnelles d'ordre un peu plus énergétique. Ça a été la première pratique que j'ai pu vraiment incarner, qui n'était pas juste de l'ordre de l'information, puisque je me suis formée en Ayurveda et au cours de ma formation, on commençait par déterminer sa constitution pour pouvoir aménager, appliquer ça dans notre vie en termes d'alimentation. Mon stage incluait toute une partie en lien avec la cuisine, mais aussi les pratiques plus d'ordre spirituel et aussi d'activité physique. Et le fait de savoir dans quelle catégorie j'étais, ça m'a permis de comprendre qu'on n'était pas tous logés à la même enseigne en termes de digestion, d'assimilation, d'activité physique et que c'est très bien de vouloir donner des conseils à telle ou telle personne, mais si on n'a pas conscience de comment la personne fonctionne, ça ne sera pas forcément adapté. Et c'est là où je me suis dit que le conseil avait vraiment ses limites s'il n'y avait pas de connaissance de soi. Ça serait comme préconiser à un droitier d'écrire de la main gauche. Il va certes y arriver à un moment donné, mais il ne sera pas dans sa zone de génie. Il ne sera pas dans sa zone où il est le plus à l'aise, où finalement il est vraiment au service de sa santé, de l'ensemble de ses capacités. Parce que l'idée de pouvoir se référer à ce type de méthode, c'est pouvoir aussi prendre soin de soi de la façon la plus optimale possible et la plus simple et facile, sans effort. Si vous vous rendez compte, grâce à ces méthodes externes, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas et que vous vous efforcez à manger ou à pratiquer, c'est peut-être que tout simplement ce n'est pas fait pour vous. Et c'est là où on tombe dans cette envie de vouloir aussi faire comme tout le monde, alors qu'en fait, on est tous uniques. Ensuite, la seconde chose que j'ai tenu à explorer au fil des années, c'est la pratique de l'Human Design. L'Human Design, c'est une approche qui mélange différentes méthodes, à la fois la notion de chakra, d'astrologie, la kabbale, tout un tas d'approches qu'on connaît déjà depuis des millions d'années et qui nous donnent des informations sur nous. L'Human Design, il nous classe par type et surtout, quand on commence à rentrer vraiment dans le détail, ça nous donne une vraie compréhension, un vrai mode d'emploi de comment on fonctionne d'un point de vue professionnel, personnel, relationnel, intuitif, comment je prends des décisions, comment c'est le plus simple pour moi de prendre des décisions, comment je suis en lien vraiment avec mes intuitions, comment je peux communiquer avec l'autre de façon la plus facile et agréable pour moi. C'est pour moi l'un des outils les plus complets en termes de connaissance de soi.
parce que c'est une information qui va venir de l'extérieur, puisque c'est une pratique qui est déterminée par votre date de naissance et votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Et ça va être le plus riche en termes d'informations. Et en plus, il y a différents niveaux d'intégration en termes de connaissances. Donc, on va d'abord vous donner des informations concernant votre type, puis votre profil. Et puis après, on va vous donner votre autorité intérieure, c'est-à-dire votre capacité à prendre des décisions, votre stratégie, l'endroit où vous n'êtes plus vous-même, où vous mettez un masque. Et puis après, vous pourrez aller dans ce que j'appellerais la troisième étape, mais qui n'est pas la dernière, parce qu'il y en a encore d'autres derrière. C'est tout ce qui va toucher à la croix d'incarnation, c'est-à-dire pourquoi vous êtes venu sur cette terre, avec quel don, avec quelle part d'ombre et avec quelle raison d'être vous êtes là. C'est un outil que je trouve très très complet et qui vous donnera une notice de vous-même qui devrait être enseignée à l'école. Moi par exemple dans mon Human Design, j'ai une autorité intérieure, donc c'est-à-dire une capacité à prendre une décision qui découle de mon intuition, qui se prend de façon spontanée. C'est-à-dire que si on me demande de prendre une décision en réfléchissant, ce n'est pas là où j'excelle. Là où j'excelle, c'est quand je me connecte fondamentalement à mon intuition, sur le champ, et où je suis capable de dire « Ok, je prends cette décision ». Et avant d'avoir cette information, beaucoup me considéraient comme impulsive. Alors qu'en fait, ce n'est pas de l'impulsivité, c'est ma zone, mon autorité, c'est-à-dire ma capacité à prendre des décisions. Par contre, la personne qui m'a peut-être considérée comme impulsive, elle a peut-être un autre fonctionnement. Ou pour elle, il va lui falloir plus de temps. C'est tout simplement qu'on a des tempéraments, des fonctionnements, des profils différents. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant de le conscientiser de cette façon et de reprendre un petit peu le fil des différents événements, de là où on a voulu vous faire croire que vous étiez hors d'une norme ou différent ou pas normal, alors qu'en fait, c'était simplement un trait de votre personnalité qui marquait votre singularité. Et c'est ça qui fait vraiment la force des pratiques externes. C'est celles qui nous permettent de nous donner une information que l'on connaît de nous, parce qu'on l'a déjà expérimenté, on l'a déjà testé, mais on l'a rejeté. Parce que cette part-là, elle n'était pas forcément acceptée dans le modèle dans lequel on était. Et à partir du moment où on commence à comprendre et à incarner vraiment qui l'on est, avec toutes ses spécificités, même si ça dérange, on commence à embrasser la personne que l'on est vraiment. Et ces pratiques-là, elles permettent aussi d'asseoir nos limites et de ne pas s'oublier dans une relation, un projet ou dans les besoins de quelqu'un d'autre. Parce que trop souvent, on se perd dans ce que l'autre veut, alors que l'on sait que nous, ce qui est bon pour nous, c'est autre chose. Et c'est hyper important de conscientiser que l'introspection, la connaissance de soi, elle permet aussi de dédramatiser les choses et de donner une notice à la personne que l'on a en face pour expliquer comment on fonctionne et pour expliquer que c'est pas vis-à-vis de l'autre que ça pose problème, c'est vis-à-vis de soi, de notre propre fonctionnement. Encore une fois, repensez à l'exemple de la personne qui est droitier et à qui on demande d'écrire de la main gauche. Ça va demander un effort. Alors que si on fonctionnait tous et toutes depuis notre zone de génie, depuis notre zone d'excellence, tout serait beaucoup plus fluide. Parce qu'on ne demanderait pas à quelqu'un de faire un effort sur un endroit où il n'est pas bon. On s'adresserait à quelqu'un d'autre. Dans cette partie de pratique externe, j'évoquerai aussi très rapidement la notion de thème natal que l'on découvre à travers l'astrologie, qui là encore nous donne un regard différent sur notre fonctionnement, mais aussi d'un point de vue inconscient. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec
cette pratique-là, c'est que ça va au-delà de ce que l'on a pu conscientiser jusqu'à présent. Ça permet de mettre en perspective des mécanismes que l'on a construits au fil de nos années, surtout dans la petite enfance, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui nous a amené à être l'adulte d'aujourd'hui. Et ça, l'astrologie, à travers le thème natal, ça nous permet tout simplement de porter un regard différent sur les futurs projets ou relations ou situations, et aussi pour pouvoir aller plus sereinement dans la suite de l'aventure de la vie. Toutes ces pratiques-là, externes, elles sont riches parce que ce sont des choses qui sont innées, qui sont installées, qui sont de l'ordre de l'ADN. C'est-à-dire qu'on va vous donner cette information-là, elle ne va pas bouger, elle ne va pas évoluer dans le temps. À la différence des pratiques internes, qui elles sont là pour justement marquer notre progression. C'est-à-dire que si vous faites votre Human Design, vous n'allez pas changer de profil demain, vous n'allez pas changer de type. C'est quelque chose qui est ancré. Tout comme le thème natal, vous le faites une fois, vous l'aurez pour toute votre vie. Par contre, vous pouvez le faire plusieurs fois avec plusieurs personnes pour avoir plusieurs interprétations. Idem pour la constitution en Ayurveda. C'est une constitution qui ne bouge pas. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que finalement, si on a ce socle de connaissances qui ne bouge pas, ça nous permet de beaucoup mieux appréhender les pratiques internes. Parce que on a conscience de qui on est grâce à l'extérieur, grâce à ce miroir qu'on a bien voulu nous renvoyer, et on peut plonger pleinement à l'intérieur. Et là, j'en arrive à ces pratiques internes. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les pratiques que j'ai pu faire, je vais vous les évoquer brièvement et je vais m'arrêter sur celles qui ont été les plus significatives pour moi, mais sachez que il y a énormément de pratiques et je vous invite vraiment à avoir la curiosité de tester tout ce qui se fait et tester avec différentes personnes parce que chaque personne va avoir un prisme qui va être propre à lui, en fonction de son histoire, en fonction de sa propre avancée, de sa propre croissance personnelle. Et c'est ça qui va faire la richesse d'un accompagnement. C'est pour ça que finalement, c'est à l'infini et ça peut même être addictif que d'avoir envie de creuser, parce qu'une fois qu'on a compris que c'était au service de notre bien-être, eh ben on a envie de réajuster les choses sur ce qui crée des blocages aujourd'hui. Parmi ces pratiques internes, je vois 3 catégories. Parmi ces catégories, il y a celles qui touchent à la thérapie longue, avec un psychologue, avec un psychiatre, qui se déroule sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour moi, tout ce qui va toucher à la thérapie, c'est ce qui va concerner notre passé. Faire la paix avec ce qui s'est passé auparavant pour pouvoir mieux vivre le présent. Ce sont des outils, des approches qui vont être très bénéfiques lorsque l'on a un blocage que l'on reproduit dans différentes situations, que ce soit à travers des relations ou à travers des comportements. C'est pour ça que généralement, on a besoin de plus de temps pour pouvoir désamorcer les choses. Et dans ces thérapies, bien sûr, on peut utiliser différents outils, différentes approches, que ce soit l'EMDR avec le travail des yeux, que ce soit l'EFT, c'est-à-dire l'Emotional Freedom Technique avec les points d'acupression et les affirmations positives, que ce soit la visualisation. En fait, c'est vraiment comprendre que la thérapie qui va être dispensée par quelqu'un qui exerce le métier de psychologue ou psychiatre ou psychothérapeute va avoir pour but de guérir le passé pour mieux appréhender le présent. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les thérapies brèves dont fait partie le coaching ou le mentorat, où là, on peut être soit sur une ou plusieurs séances, mais sur des durées qui sont beaucoup plus courtes. Pour la simple et bonne raison que ces thérapies brèves ont pour but d'être orientées solution. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour guérir le passé, on n'est pas là pour faire un état des lieux de comment ça s'est passé, comment on l'a vécu, etc. On est là pour aller puiser les ressources d'aujourd'hui pour se projeter dans un futur qui serait plus en cohérence. Vous voyez la complémentarité entre ces 2 catégories-là ? L'une qui va nous permettre d'aller à la rencontre des anciennes parts de nous
et l'autre qui va nous projeter dans un futur avec plus de cohérence par la mise en action. Et dans ces thérapies brèves, dans tout ce qu'on appelle coaching, mentorat, etc., on va aussi retrouver différents outils qui vont nous permettre de conscientiser, de débloquer et de passer à l'action. Et c'est toute la force de ces outils internes. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous servir sur un plateau d'argent une méthode, une recette. On va vous permettre d'aller chercher vos ressources. Et grâce à ces ressources que vous avez déjà en vous, vous allez pouvoir passer à l'action. Et pour tout ce qui est thérapie longue, travail de fond, ça va vous permettre de guérir et de vous détacher des schémas qui ne vous correspondent plus ou qui ne vous appartiennent plus pour pouvoir aussi appréhender un présent et un futur beaucoup plus sereinement et avec moins de pression. J'espère que vous voyez la complémentarité de ces deux approches. C'est ce qui vraiment nous permet d'être à notre plein potentiel. Et je vous invite vraiment, une fois dans votre vie, à tester et l'un et l'autre. Et à voir ce qui vous parle le plus, ce qui vous permet d'avancer le plus. En plus de ces thérapies brèves ou longues, j'ai envie de vous parler de ces espaces que j'appelle des espaces hors du temps. Ça peut être un stage, ça peut être une retraite, un séminaire, un mastermind ou juste une conférence, c'est-à-dire un temps défini en heures ou en jours où on va se consacrer à une thématique. Et ces espaces-là, ils sont extrêmement puissants et extrêmement enrichissants, puisqu'ils vous permettent de plonger en profondeur dans vos blocages, dans vos doutes et de réveiller vos ressources. Je trouve que c'est un très bon compromis entre la profondeur de la thérapie longue et le passage à l'action de la thérapie brève, puisque ces espaces dédiés, ces espaces-temps, ils nous permettent vraiment de nous consacrer qu'à ça. Et pour avoir vécu différents stages où on est en immersion, vous êtes tellement choyé de part et d'autre, à la fois par tous les outils qu'on vous propose, mais aussi par l'énergie du groupe, que ça vous amène forcément à vivre quelque chose de transformateur. Et vraiment, vous n'êtes pas obligé de faire ça sur un mois, ni sur une semaine. Ça peut être juste pendant 1 heure ou 2 heures. Ça n'a aucune importance. Commencez par ce qui est plus abordable pour vous. Ça peut être le cercle du pardon que j'ai déjà évoqué dans un épisode. Ça peut être une conférence interactive, ça peut être un séminaire de 3 jours ou une retraite vipassana, c'est-à-dire une retraite en silence sur plusieurs semaines. Commencez là où ça vous parle. Mais sachez simplement que ces espaces dédiés peuvent être aussi puissants que des thérapies. Et ces espaces viendront totalement en complément. Parce que moi, personnellement, je suis accompagnée au quotidien par des coachs et des mentors. Et parfois, selon les thématiques, ça peut être des thérapies plus longues avec des psychologues. Et je me crée des espaces dédiés sur certaines thématiques. Donc, je suis personnellement friande de stages, de retraites, de séminaires et évidemment de cercles de parole, de conférences et d'échanges avec des gens qui vont venir me titiller volontairement sur des choses que je n'ai pas encore explorées. Autre pratique que j'ai envie d'évoquer brièvement avec vous, c'est tout ce qui touche au psychocorporel. J'ai testé récemment la kinésiologie. Je l'ai testé pour moi et j'ai fait de la kinésiologie animale. C'est-à-dire que j'étais le canal pour mon animal qui lui n'a pas la parole. La kinésiologie, ça fait partie des pratiques psychocorporelles qui nous permettent d'avoir des messages grâce à notre corps. C'est-à-dire que si vous avez du mal à être dans le verbal, les thérapies psychocorporelles peuvent être hyper intéressantes parce que ça veut dire que ce n'est plus votre mental qui répond aux questions, mais c'est votre corps. Et je vous le rappelle, comme vous avez pu l'entendre dans l'épisode avec Michel Odoul, que le corps a une mémoire. Le corps est aussi un messager de ce que l'on ne veut pas ou ce que l'on n'arrive pas à entendre. Et je trouve ça hyper intéressant que de naviguer à travers la tête, que ce soit
dans notre conscient ou dans notre inconscient, grâce à différents protocoles, mais aussi grâce à notre corps qui, lui, a des messages à nous envoyer. Et pour ça, il y a énormément de pratiques. Ça peut être à la fois le yoga, la danse. Et dans danse, j'entends des danses libres, des danses médecine, des danses qui sont là pour nous faire voyager à l'intérieur de nous. Pas qui sont simplement là pour nous faire extérioriser nos énergies d'une journée bien trop chargée. Qui sont là pour finalement nous permettre d'aller à la rencontre de parts de nous. Parce que prenons l'exemple de l'ecstatic dance que je pratique de façon plus régulière cette année. Ce sont des danses qui, grâce à la musique, nous permettent d'aller rencontrer différentes postures à l'intérieur de nous. La posture du leader, la posture de l'enfant blessé, la posture de la femme contrôlante, la posture de la femme sensuelle, et tout ça incarné par le corps. Et parfois, c'est hyper difficile pour certaines personnes de s'exprimer par le corps, pour d'autres c'est très facile, et encore une fois, testez. J'espère sincèrement que grâce à cet épisode, vous comprendrez qu'il n'y a aucune limite à votre exploration. Et que tout ça permettra à chacun de constituer un puzzle de qui je suis de plus en plus grand. Parce que grâce à cette introspection, que ce soit grâce à des pratiques externes ou internes, vous allez découvrir qui vous êtes dans votre entièreté. Alors bien sûr, ça va demander beaucoup de courage. Parce que vous allez aller à la rencontre des parts qui sont pas cool à voir de vous. Des parts qui socialement sont pas forcément recevables. La part manipulatrice, la part blessée, la part qui se ment, la part qui veut tout contrôler, la part qui veut être parfaite, etc. Sachez juste que ces parts, elles sont en chacun de nous. Et l'objectif de les reconnaître, de les intégrer et de les accepter, c'est de leur donner moins de puissance. C'est un petit peu comme si on rentrait dans une maison où tout était noir. Tant que c'est noir, on a un peu peur, on est dans le flou, on ne sait pas trop ce qu'on va rencontrer. Mais dès qu'on a allumé la lumière, on sait exactement à quoi on a affaire. C'est exactement pareil pour nos parts d'ombre. À partir du moment où on est allé à leur rencontre, elles ne nous font plus peur. Ça n'a plus aucune importance qu'elles viennent écorcher notre image de personne parfaite, de bonne personne à laquelle on cherchait perdument à s'accrocher. On est OK avec le fait d'être menteur, manipulateur, de porter des masques. Et même, on a envie d'aller à la rencontre de ces parts d'ombre-là parce que ce sont ces parts-là qui nous permettent d'évoluer au maximum. C'est pas en allant rencontrer la joie, le plaisir et la passion qu'on va évoluer. C'est vraiment en allant à la rencontre de ce qui vient titiller nos tripes au point de déranger notre ego que là, ça va devenir intéressant. Je pose l'intention que grâce à cet épisode, vous irez à la rencontre de vos parts que vous n'aimez pas trop encore aujourd'hui et que demain, vous leur ferez d'énormes câlins tellement vous aurez compris les bénéfices que ça vous apporte dans votre vie. Parce que n'oubliez pas que chaque part qu'il y a en vous, aussi désagréable soit-elle, est là pour votre bien. Elle est là simplement pour vous permettre d'être mieux dans votre vie. Alors essayez de la comprendre, essayez de l'apprivoiser et ensuite elle partira si elle n'a plus aucune utilité. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous a été utile, n'hésitez pas à le partager, à commenter et à laisser une note sur Apple Podcast et Spotify. C'est ce qui permet de faire connaître davantage le podcast et de propager les graines du courage et de la sincérité dans un maximum d'esprit pour que tout le monde puisse avoir accès à ces informations et puisse évoluer à sa façon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse.